Bonjour à tous, c'est Bismart. Au programme, on va faire un petit point d'actualité là avec Thibault Langsad, que j'aime beaucoup depuis de très nombreuses années. Donc voilà, il avait à un moment, non, mais parce que le débat il est très sérieux. Et Thibault a pris parti de manière assez vive, je l'ai vu, mais justement on va en parler. J'ai un chef d'entreprise m'a parlé, mais comme ça, de manière totalement spontanée, d'incarcération. Contre l'incarcération, bref, le confinement. Donc voilà, on va discuter de ça ensemble. Et puis, il y a aussi la question du rythme des réformes. Derrière, de l'innovation, nos entrepreneurs comme toujours. Et puis, on terminera alors avec ce qui est un de mes combats, la question autour du nucléaire. Pourquoi maintenir le nucléaire? Vous verrez, alors effectivement, rapport de la Fondation pour l'innovation politique, je crois que c'est ça. Facteur de compétitivité dans le cadre d'une éventuelle relocalisation industrielle. Je n'avais pas les chiffres en tête, ils sont très impressionnants. Voilà, c'est Bismart, c'est parti. Donc on démarre avec Thibault Langsad, le patron de Jouve, mais en fait qui prend part au débat économique depuis des années et des années. Et je te remercie d'ailleurs Thibault, on a besoin de gens comme toi. Et donc avant cette semaine un peu surréaliste là où, alors moi personnellement je le comprends parfaitement, le chef de l'État se posait des questions sur savoir ce qu'il fallait faire. Toi je t'ai vu prendre parti sur les plateaux de télévision en disant non il faut pas. Non, il ne faut pas. Est-ce que tu assumes là aujourd'hui cette décision et est-ce que c'est pas en fait, moi c'est mon angoisse du moment là, un choix à court terme qui nous amènerait en fait à des décisions plus radicales et plus graves? Peut-être, mais ce qu'il ne fallait pas en tout cas, c'était de reproduire très exactement les confinements que nous avions eus en avril dernier et en octobre dernier. C'est-à-dire que si on reconfinait de la même manière, on ne tenait pas compte de ce qui s'était passé par le passé. Autrement dit, le troisième confinement, probablement, il y aura un troisième confinement. En tout cas, on vit tous maintenant avec la hantise parce qu'on sait qu'on est dans une période de jauge. Mais nous ne pourrons pas refermer de la même façon les activités comme il y a eu au mois d'avril, où il y a eu le BTP qui a été arrêté, l'industrie a été arrêtée. Ah oui, non mais ça, personne n'y pensait. De cette façon-là, on ne peut pas. Ensuite, comme on sait que dans les commerces, c'est pas là où la contamination se passe, garder des volants de flexibilité. Tu dis ça comme on sait, on n'en sait rien. Garder des volants de flexibilité pour les commerçants, garder des volants de flexibilité pour les artisans qui ont été contraints de fermer, paraît aujourd'hui une chose absolument nécessaire. Nécessaire à la fois pour le drame humain que ces entrepreneurs sont en train de vivre, un drame pour notre économie, et puis, disons-le concrètement, un drame pour le futur. C'est-à-dire que on est en train d'entraver notre croissance à venir, qui sera tout aussi, on va dire, perturbée que les contraintes sanitaires que nous avons en ce moment. Et donc, nous ne pouvons pas reconfiner de la même manière, compte tenu du fait qu'il va falloir prendre des mesures. Je vais te dire mon sentiment, Thibault. Là, tu es chef d'entreprise. Tu es dans le brouillard. Aujourd'hui, tu es dans le brouillard. Toi, chef d'entreprise, patron de Jouve. Aujourd'hui, tu as forcément le frein sur l'investissement. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise, même si l'investissement, je dis, se maintient, il recule comme le PIB, donc c'est quand même une recul de 8%. Et j'ai l'impression qu'en prolongeant, parce que d'une certaine manière, on prolonge quand même cette colossale incertitude, en ne prenant pas justement ce risque de reconfiner. Là aussi, je vais le dire avec un peu de brutalité, mais même le commerce d'habillement, des choses comme ça, c'est, allez, maximum 10-15% du PIB. En fait, on freine toute la machine. Et on freine durablement toute la machine. Non, parce que je ne suis pas d'accord. Je pense que la stratégie qui doit être réorientée, c'est qu'il y a 100 milliards qui est mis sur le plan de relance. 100 milliards pour être réajustés sur l'accélération des problématiques industrielles sur le vaccin. Et la reconfiguration des lignes industrielles pharmaceutiques pour la fabrication du vaccin. C'est beaucoup trop lent. On voit aujourd'hui... Non mais attends, tu vas pas 100 milliards pour le vaccin. Enfin, il y avait en face de toi, histoire incroyable. D'ailleurs, non, je le dis juste d'un mot, je me permets. Attends Thibault, je me permets. Histoire formidable, parce qu'on avait hier le plan de relance industriel en réel. Une boîte qui fait du traitement de surface pour les métaux, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, 800 000 euros de subvention pour automatiser complètement une ligne de traitement de surface. Voilà, on est dedans et ça, c'est en route. Ce que je dis, c'est que dans le plan de relance, qui est estimé à 100 milliards. Aujourd'hui, la priorité du gouvernement est de se focaliser sur la fabrication des vaccins et probablement les labos pharmaceutiques. Les façonniers doivent être mis en tension de façon beaucoup plus forte avec des sommes d'argent plus importantes. Il y a toute la filière logistique qui aujourd'hui est dans la capacité à la fois de distribuer les doses et de fonctionner, où il faut flécher une partie de ce plan de relance, mais en immédiateté et en urgence. Et le troisième volet,
quel volet numérique. Aujourd'hui, tu vas sur Doctolib, tu peux prendre rendez-vous quand bien même tu n'as pas les critères d'âge, quand bien même tu n'as pas les critères pour pouvoir te faire vacciner. Donc c'est un bordel. Et donc, je regrette juste que pour contrer cette pandémie, on n'ait pas mobilisé la communauté entrepreneuriale de façon beaucoup plus forte. D'accord. On s'est assuré d'un plan en mode Amazon ou Walmart aux États-Unis. Et pourquoi pas de manière, aujourd'hui, le vaccin, il est étranger, on confie nos data à Microsoft, et pourquoi pas Amazon qui serait en capacité de distribuer peut-être mieux que ce que l'on fait. Donc ce jeu, sur un très court terme, il faut flécher beaucoup plus d'argent sur cette pandémie, sur les moyens de fabrication, logistique et numérique que nous le faisons aujourd'hui. Après, sur le reconfinement, on ne peut pas reconfiner de la même manière qu'en avril ou qu'en octobre dernier. On ne peut pas entraver l'économie de façon aussi brutale. Je vais prendre l'exemple quand même, et tous les Français l'ont compris, la fermeture des stations de sport d'hiver. Franchement, on en rigole maintenant. D'abord, on regarde ce qui se passe dans d'autres pays. Je sais pas, moi, si on en rigole, j'en sais rien. Ce que je veux dire, c'est qu'on en rigole. Non, en tout cas, les professionnels de la montagne n'en rigolent pas. Mais la façon moi, dont pour en avoir profité pendant de très nombreuses années, je peux dire qu'il y a énormément, effectivement, d'échanges et de proximité et de promiscuité, on va dire, dans les sports d'hiver. Dans les sports d'hiver. C'est une grande fête. Oui, donc, voilà, quoi. D'accord, mais pas plus que dans d'autres activités qu'on peut avoir pendant les vacances, à partir du moment où on respecte les protocoles, ce qui était prêt à être mis en place par les fédérations concernées. Donc voilà, moi je dis juste, on ne peut pas, au simple titre de précaution, confiner aussi durement et ne pas tenir compte des enseignements que l'on a eus sur les 2 derniers confinements. Et l'idée que forcément ces décisions, moi j'entends tout ça, hein, ça me passionne, donc j'entends tout ça, je prends, je réfléchis, j'espère que vous réfléchissez aussi, mais l'idée justement de ne pas avoir osé prendre une décision radicale pendant 3 semaines pour nettoyer, peut-être pour 2-3 mois justement, hein, gagner ce qu'on avait gagné au printemps dernier, cette idée-là ne te séduit pas parce qu'elle aurait été dévastatrice. Je vais faire attention à ne pas faire le tautologue et je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste. Non, nous on parle en cycle économique. Ce que je dis juste, c'est qu'en entrepreneur rationnel, je veux qu'on mette les moyens de façon forte sur la fabrication, fort sur la partie logistique. Course au vaccin. Et l'immunité collective, la meilleure, c'est la vaccination. En attendant que les personnes âgées soient cantonnées chez eux, c'est une chose, mais il faut accélérer le processus de distribution. Il y a un autre sujet qui m'intéresse beaucoup, qui t'intéresse toi aussi, je le sais, Thibaut, depuis nombreuses années. Moi, c'est l'affrontement jeune-vieux. Il a fallu attendre quand même Bernard Tapie ce week-end, dans l'état dans lequel il est, avec la sagesse qu'il saisit maintenant, pour dire, mais bon Dieu, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'auto-réflexe des plus fragiles pour s'auto-confiner et laisser les plus jeunes vivre leur vie, parce qu'on sait qu'ils sont quand même assez peu en danger. J'ai l'impression que là, et on va au bout en fait d'une série de choix depuis 10 ans, 15, 20, 30, 40 ans, qu'est-ce que je dis moi, 10 ans, qui favorise en fait la génération installée par rapport à la génération qui vient. Je le pense sincèrement. Peut-être, en tout cas, ce que l'on peut voir, c'est le dégât qu'il va y avoir sur les jeunes générations. En tout cas à court terme. Confiner les vieux, tu trouves que ce serait un scandale? Mon père, il est confiné depuis mars dernier. Il n'a qu'une seule chose, c'est qu'il attend son vaccin pour pouvoir sortir. Mais le faire de manière autoritaire. De facto, à partir du moment où il prend soin de sa santé, il ne sort pas. Donc il attend, comme le Messie, on va dire, son vaccin. et avec ma mère. Mais aujourd'hui, ce débat, il est extrêmement violent. Parce que ça nous ramène à quoi ? Et c'est ça le contraire, le débat de société, c'est on demande à des médecins, c'est ça le vrai sujet, c'est de prioriser leurs interventions à l'hôpital. Et s'il y a une forme de saturation, on rejette la responsabilité sur le médecin en disant c'est à vous de prioriser. Toute la gestion de la pandémie et la gestion hospitalière est faite sur les taux d'occupation des lits en réanimation. Et à partir de ce moment-là, à court terme, c'est de dire au médecin, vous prenez la responsabilité de gérer, on va dire, vos patients en fonction d'un certain nombre de c'est parce qu'on n'a pas pris les mesures pour organiser, parce que ça s'organise, le confinement des plus fragiles, pour qu'ils n'arrivent justement pas à l'hôpital. Mais aujourd'hui, qui gouverne ? C'est pas le comité scientifique qui d'ailleurs... c'est la BHP, j'avais cru comprendre que le comité scientifique était une institution créée par le président de la République pour l'aider dans ses conseils de défense. Aujourd'hui, le conseil scientifique, il communique à tout va, et d'ailleurs même, il anticipe des orientations politiques, c'est pour ça qu'il va dans les médias pour les orienter. Donc on est en partie gouverné par des soignants qui, aujourd'hui, prennent des mesures compte tenu de la situation dans les hôpitaux. Et il suffit de voir les mesures économiques, il suffit de voir à Bercy la façon dont ils luttent pour essayer d'adapter les protocoles. Si ça déborde dans l'hôpital, pardon d'utiliser cette phrase, si ça déborde en aval, il faut s'occuper de ce qui se passe en amont. Oui, mais dans la gestion de l'immédiateté,
Ouais, on en qui est encore là, présent en fait. de nos hommes politiques. À la fois, ce débat n'est pas prêt dans la société pour qu'il soit traité de façon aussi rapide. Et par conséquent, c'est aux responsabilités des médecins, c'est aux médecins de prendre leurs responsabilités sur la gestion de la pandémie. Dernier point, Thibault, mais on en reparlera, ça, parce que c'est ça aussi l'autre sujet qui me passionne, c'est, toi, tu penses, alors, le rythme des réformes. C'est-à-dire, on va sortir de toute cette histoire-là. Et on va avoir une campagne présidentielle qui va démarrer assez vite et un candidat Macron, président de la République, qui a quand même lâché 150 milliards sur le pays, comme ça, sans que rien ne bouge sur le taux d'intérêt. Et toi, tu dis, il va falloir qu'il recommence à faire des économies. Il va falloir aller gratter 10-15 milliards sur les retraites, 10-15 milliards sur l'assurance chômage. Ça va être compliqué, Thibault. Non, mais ce que je dis, c'est que aujourd'hui, on est dans l'immédiateté, on est dans l'urgence. Et les mesures que prend le gouvernement pour aider les entreprises, elles sont parfaites. On peut critiquer ici ou là de la lenteur, mais globalement, ils ont répondu. On verra par la suite si cet engagement massif de cash va peser durablement sur notre économie. En revanche, si le gouvernement ne continue pas à donner un cap sur les réformes, quitte à des réformes qui sont paramétriques ou systémiques, qui sont mises en œuvre plus tard, alors là, on court à grand danger. Autrement dit, par exemple, sur l'assurance chômage, eh bien, il faut faire passer la réforme, la mettre en œuvre avec des clauses qui font que quand le taux de chômage est redépassé à des seuils au-dessus de 8%, et auquel cas, on a une clause de rétention. Thibault, non, parce que moi j'aime les chiffres. Oui, une idée du déficit de l'Unédic, là, à la fin 2021 ? Plus de 50 milliards. Mais non, 65 milliards. 65 milliards. Tu vas aller mettre des gens dans la rue pour aller gagner 800 millions d'euros par an ? C'est pas tout de suite qu'il faut le faire. En revanche, il faut prendre les responsabilités pour dire, si le taux de chômage est inférieur à X%, auquel cas, la réforme qui est prévue se met en place. D'ailleurs, ceci dit, cette réforme, c'est une réforme qui est plutôt acceptée par les syndicats. Il y a ici ou là un peu de pénibilité, un peu de contestation sur les cadres, mais globalement, elle vient favoriser les plus précaires. Sur la réforme des retraites, on va continuer combien de temps ? Et donc, il y a un moment où il y a une réforme systémique qui doit être mise en place, une réforme paramétrique, et il faut qu'il l'affiche. Sinon, c'est réforme paramétrique pour aller chercher 10 milliards sur 2-3 ans. Mais quand tu viens d'en lâcher 150 et quand on sait, alors pour le coup les retraites, le chômage, je ne vais pas aller chercher là-dessus, mais les retraites pour le coup, là tu sais que tu vas bloquer le pays. Ce que je veux dire, c'est qu'on est en train d'écrouler, le régime de protection sociale en France. Et donc, au prétexte qu'on a mis des sommes absolument incroyables, dont le mécanisme doit permettre un rebond de l'économie. Si on a mis autant d'argent dans l'économie, c'est pour éviter une destruction massive de l'économie, éviter un chômage de masse. Par conséquent, il y a un retour sur investissement qui est escompté. Bien sûr. Mais sur la réforme de la protection sociale, qui est finalement le régime le plus protecteur au monde. Il n'y a pas d'autre pays qui a un régime. Si nous ne le sauvons pas, nos retraites vont s'effondrer, notre sécurité sociale, 35 milliards de déficit, l'assurance chômage va s'effondrer, et donc c'est ça qui est suicidaire. Et ne nous trompons pas, que ce soit le président Macron ou un autre président qui est élu dans 2 ans, la probabilité qu'il y ait une augmentation de nos impôts est tout de même assez forte. Mais comment mais non, Thibault, mais non, c'est la jauge mondiale qui est remontée. Mais non, Stéphane. On a lâché 17 000 milliards. Le chiffre, le FMI l'a donné là. 17 000 milliards lâchés par les gouvernements. L'endettement du Japon est passé à 270%. Et l'endettement des États-Unis est et la France aura probablement 3 000 milliards de net en 2022. Oui, on est à 2800. On est à 2800, oui. 3 000. Et on sera à 3 000 milliards à 2022 si on continue. Non, mais il y a un moment en soi, on considère que le respect de la règle budgétaire ne vaut plus, mais ce n'est pas vrai. Il y a un moment où il faudra rembourser une partie, ou en tout cas montrer notre capacité à maintenir notre dette et à rembourser une partie. Et comme nous sommes en déficit budgétaire chronique, si nous ne faisons pas, alors ça peut paraître insignifiant, 10 milliards par là, 15 milliards par là, mais in fine, on sera jugé là-dessus. Les Allemands nous jugeront là-dessus, et donc c'est notre capacité à tenir les réformes. Juger là-dessus, mais avec la tension, enfin, je la vois, la tension dans le pays. Non, mais tu la vois, la tension dans le pays. Tu la vis encore plus que moi. Parce que tu es au contact permanent, toi, de cette tension. La tension, elle est très forte. Ça vaut pas 10 milliards de mettre le feu là-dessus. La tension, elle est très forte sur les inégalités. Elle est très forte sur l'inéquité du partage de la valeur. Elle est très forte sur le sentiment que les Français vivent à plusieurs vitesses. Mais quand il faudra faire des efforts collectifs, notamment sur probablement le travailler plus, à un moment, il faudra qu'on pose la question de la retraite.
Il faudra qu'on pose la durée du temps de travail à 35 heures. Alors, si ce n'est pas 35 heures, on verra comment on la calcule sur une fin de carrière. Il y a un moment où, compte tenu de l'effondrement du régime de l'UNEDIC, il y a un moment où il faudra réformer l'assurance chômage. Il y a un moment où les systèmes de santé qui sont exsangues, où la sécurité sociale n'arrive plus à être à l'équilibre, il va falloir réformer le système de santé. Et ces réformes, les Français, c'est finalement le bien le plus précieux. C'est le lien uni de la nation. Donc, si l'effondrement de nos régimes de protection sociale est bel et bien réel, alors oui, il y a la révolution. Oui, il y a la révolution. Le vrai gros débat. Ce sera tellement facile de venir dire que l'argent ne vaut rien, que l'argent est gratuit, parce que l'argent est gratuit, que ce sera compliqué de se dire qu'un jour ça s'arrêtera et que, comme tu le dis assez justement, on sera sans doute jugé sur notre capacité à ramener un tout petit peu de cette rivière dans son lit, quoi. Voilà. Thibault Langsad était avec nous, notre premier invité sur Bismart. On repart, les amis, on repart avec... Alors, moi, quand je lis ça, mais tout de suite, je bondis de joie. Donc, Serge Kimbel est avec nous, PDG de WeCycling. Tout à fait. Avec 3 E, Serge. Oui, avec 3 E, parce que... Vous allez me dire pourquoi, Mais oui, pourquoi? Parce que c'est l'acronyme de déchets électriques et électroniques en anglais. Waste of Equipment Electric and Electronic. D'accord. Et donc, c'est un petit jeu avec recycling, parce que vous faites du recyclage. Alors, seule entreprise au monde... Alors, donc, vous êtes installé en Normandie, je ne voudrais pas dire de bêtises. Oui, à côté de Fécamp. Oui. Voilà, à côté de Fécamp. 90 personnes, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça à peu près Alors, sur l'ensemble des structures, oui, voilà. c'est ce qu'on fait. Oui. Seule entreprise au monde à faire ce que vous faites en matière de récupération de métaux rares? Alors, il y a plusieurs sociétés qui font de la récupération de métaux rares. Nous, on a la particularité de le faire uniquement à partir de déchets. Et ça, on est effectivement les seuls à le faire, oui. Il faut bien comprendre un déchet, parce qu'au début, moi, je n'avais pas saisi. C'est pas ce que font beaucoup d'entreprises, et notamment l'économie sociale et solidaire est très efficace là-dessus, sur je récupère le portable et j'en extrais. Non. On va un petit peu vous, c'est sur de la boue. Allez-y, racontez un petit peu ce que vous faites. En fait, dans de nombreux déchets qui sont issus de la production d'éoliennes, d'équipements électriques et électroniques, de produits pharmaceutiques, l'utilisation de métaux rares est commune. Donc, on va retrouver ces métaux dans ces déchets. Et, tout le but, c'était d'essayer de les extraire, de les séparer les uns des autres, parce qu'un métal n'est jamais seul présent dans ces matières, et de les purifier jusqu'à avoir de la matière tout à fait noble, comme on peut la retrouver sous son état naturel. Donc pour bien comprendre, processus de fabrication d'une usine qui va fabriquer, je ne sais pas quoi, avec des métaux rares, il y a en fait dans l'ensemble de ce qu'elle évacue, c'est ça? Elle peut pas. Exactement. On n'est pas comme avec, enfin c'est l'image des diamantaires d'Anvers, là où la moindre poussière en fait est récupérée et analysée. Non, c'est pas comme ça que ça se passe en fait dans l'industrie, quoi. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe dans l'industrie. C'est souvent des matières qui se retrouvent diluées dans des flux qui sont souvent, qui étaient en tout cas jusqu'à maintenant détruites. Donc c'était de la matière qui était totalement perdue, qu'on retrouvait peut-être dans les incinérateurs ou en centre d'enfouissement. Donc, Et vous en récupérez des tonnes? Alors il y a des tonnes de déchets à l'entrée. Maintenant, la matière qu'on va extraire et les métaux qu'on sort, c'est peut-être un dixième du volume entrant. Et ça peut, alors j'en sais rien, donnez-moi une idée un peu de la masse de ce que vous pouvez récupérer. Exemple, si on prend un industriel de l'industrie pharmaceutique, il va fabriquer des médicaments, il va utiliser des catalyseurs pour que la réaction se synthétise et que le médicament se forme. Et ces catalyseurs-là, si on prend des gros industriels allemands avec lesquels on travaille par exemple en ce moment, il va générer une vingtaine de tonnes de catalyseurs de tout type qui vont contenir de l'argent, du ruthénium, du rhodium, tout un tas de métaux qui pourront vous paraître un peu barbares, j'adore, mais qui ont une fonctionnalité essentielle dans la fabrication de ce médicament. Eh bien, eux achetaient en permanence de la matière pour avoir leur processus de fabrication. Et maintenant, avec eux, on a réussi à créer une boucle quasi fermée qui permet de régénérer ce catalyseur. Dans l'évacuation de l'ensemble de leur processus de production, vous récupérez, Tout à fait. De quoi redémarrer le cycle. Exactement, avec toujours un appoint. Oui, forcément, parce qu'il faut qu'il en reste un petit peu sur le médicament quand même. Pas forcément, parce qu'en fait, l'élément est un catalyseur. Donc il n'est pas dans la composition besoin de la réaction chimique, en fait. Exactement. Donc on peut le régénérer.
Il n'a pas besoin d'être dans le médicament. Alors après, dans certains autres équipements, comme dans l'industrie des smartphones, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, là, naturellement, le métal fin se retrouve dans l'équipement. Mais vous dites que vous arrivez en fait à avoir le prix et la pureté des métaux sortis des mines. Ah oui, tout à fait. Un métal qui sort d'une mine, de toute façon, n'est pas tout à fait pur. Il va passer par un process d'affinage. Et ça a coûté une fortune de le sortir. Mais par contre, il a tout le coût amont qui est extrêmement important. C'est un coût, et puis c'est un coût financier, mais c'est aussi un coût environnemental. Ce qu'il faut voir dans l'extraction minière, c'est un chiffre que j'ai trouvé récemment, mais l'extraction minière représente à peu près la même émission carbone que l'ensemble du trafic aérien. Alors le trafic aérien, on en parle beaucoup. 4%, oui. Eh ben, oui, mais parce que... Ah non, mais c'est génial ce que vous dites. Enfin, j'imagine vous le dites pour ça, parce qu'on va vous répondre, ah ben oui, mais l'extraction minière, on ne peut pas s'en passer. Eh bien non. Eh bien si, on peut s'en passer. Pardon. Flouf, flouf, on recommence. Eh bien l'extraction minière, on ne peut pas s'en passer. Eh bien si. Eh bien tout à fait. Alors, grâce naturellement, on le fait de moindre mesure par rapport au monde de l'extraction minière, qui représente des milliers, des centaines de milliers de tonnes. Mais on a une solution et on espère naturellement à terme... vous dites, alors, il y a énormément de choses qui me fascinent, moi, autour de ce que vous faites, Serge. Alors, vous dites d'abord, en fait, il y a des freins psychologiques qui freinent aujourd'hui le recyclage. Pas tant le recyclage, plutôt l'utilisation du métal recyclé. L'utilisation du métal recyclé. Oui, tout à fait. Parce que on va communément penser que le métal qui a été recyclé est peut-être moins conducteur, moins malléable, alors que ce n'est pas du tout le cas. Il a exactement la même forme, la même composition, enfin, c'est les mêmes atomes, donc il a les mêmes caractéristiques. Vous racontez les orfèvres de Dubaï qui refusent oui, c'est vrai de façonner des bijoux avec de l'or recyclé. Quand vous allez dans le monde de la haute joaillerie, qu'on achète des bijoux dont j'ignore totalement. Ça pourrait être furieusement tendance. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais le deuxième truc qui me fascine, c'est qu'on est sur l'un des enjeux les plus importants aujourd'hui. C'est évidemment métaux rares, terres rares. On parle d'indépendance industrielle, on parle de questions de souveraineté. Ce sont des questions fondamentales. Oui. Et non mais Serge, très franchement, comment est-ce qu'une boîte installée à Fécamp qui fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires peut être la seule à manier ces enjeux fondamentaux aujourd'hui? Suez et Veolia, qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont très en amont, c'est-à-dire qu'eux sont des grands spécialistes de la collecte. Donc ont la maîtrise de la captation de ces différents volumes, font beaucoup d'étapes de pré-traitement, mais derrière ne vont pas travailler sur cette matière jusqu'à l'étape finale. Sont plutôt des recycleurs. Nous, on s'estime plutôt producteurs de matière, ce qui est un petit peu différent, à notre sens. Après, ce sont des métiers qui sont tout à fait complémentaires. On a absolument besoin de gens qui vont capter les différents déchets à droite et à gauche pour pouvoir nous les livrer. Enfin, devant ces enjeux, aujourd'hui, je ne comprends pas qu'un industriel investisse pas massivement. Parce que tel que vous le décrivez, le retour sur investissement pourrait être considérable. On a un monde, dans le monde du recyclage, il a énormément évolué ces 15 dernières années, mais il faut voir que si on regarde uniquement 15 ans en arrière, moi je travaillais chez Suez dans le traitement d'eau, et le monde du déchet était plutôt un monde de collecteurs, de générateurs d'énergie par l'incinération ou de stockage par les centres d'enfouissement. Ce n'était pas un métier si technique que ça. Ça le devient. Là, ça se transforme totalement. On le voit sur le plastique, on le voit sur les effluents, on le voit sur tout un tas de matières. Mais la transformation des déchets dont on parle en une matière extrêmement de très haute pureté, c'est complexe. Nous, on a réussi à jongler avec différents corps de métier, puisqu'on a des thermiciens, on a des chimistes, des électrothermiciens. Enfin, on arrive avec l'ensemble de ces connaissances alors, je ne dis pas qu'on a tout de suite réussi, on s'est planté pas mal de fois. J'imagine, mais c'est extraordinaire derrière. Mais oui. Et puis ce qui est bien, c'est que le terrain de jeu est très sympa, parce que vous avez... vous cochez toutes les cases. Vous avez absolument toutes les cases qui font qu'on a envie de raconter cette entreprise. C'est sûr, mais nous, on se focalise beaucoup sur le côté technique. On est des passionnés, on travaille vraiment sur ces métaux, et puis on découvre des métaux qu'on ne connaissait même pas à la base. Ce qui est dingue quand même, Serge, c'est que vous découvrez des métaux que vous ne connaissiez pas.
Enfin, moi, je connais la classification périodique. Vous avouez que je la connais par cœur, c'est faux. D'accord. Mais oui, c'est ça. Tout à coup, vous arrivez à extraire des métaux que vous ne cherchez. Tiens, c'était une de mes questions. Pas Il faut chercher à extraire Enfin, on extrait le métal qu'on cherche, ou on peut parfois, comme les orpailleurs, on se retrouve à un moment. Des fois, on se retrouve avec des choses qu'on n'avait pas du tout prévues. Si vous voyez les résultats de process chimiques, des fois, on se retrouve effectivement avec des amalgames qui n'étaient pas du tout ceux qu'on imaginait. Mais alors, c'est là où il y a un moment où, bon Dieu, il y a un truc qui ne fonctionne pas et que, j'espère pour vous que ça va fonctionner. Vous passez des contrats avec, je crois que c'est le Sénégal, en Afrique. Oui, tout à fait. Pour sécuriser votre approvisionnement, justement, en boue industriel. Oui, en boue industriel, en déchets. En déchets. Ouais, sur l'Afrique, c'est plutôt le déchet, oui. Et donc, ils vont arriver à Fécamp ou vous allez monter un site de production là-bas? On est en train de monter un site de production là-bas. Ah bah oui, parce que les tonnes... Parce qu'effectivement, on ne va pas transporter des quantités pharaoniques pour récupérer quelques kilos. Donc on fait un site de pré-traitement là-bas. C'est le premier de ce type d'ailleurs aussi en Afrique de l'Ouest. Donc oui, on mise beaucoup d'espoir sur ce nouveau site. Oui. Et parce qu'il n'y a pas... ou alors c'est justement cette espèce de méfiance où... Moi je le connais trop, ça fait 15 ans que je regarde l'actualité économique en France. C'est ouh là là, qu'est-ce qu'il nous raconte lui? Combien il fait? 20 millions d'euros de chiffre d'affaires? Non, c'est pas sérieux. Non, on va pas lui filer le contrat. Non. Voilà. Il faut se battre contre ça. Voilà. Parce que j'imagine que vous en avez quand même même si on est en désindustrialisation, il y a de quoi faire quand même sur le pays. On arrive petit à petit à convaincre de très grands industriels à partir dans cette direction-là. Mais c'est vrai que les industriels se focalisent sur des sujets en fait qui sont plutôt le recyclage. Et ils ne vont pas travailler sur une boucle intégralement fermée ou semi-ouverte, parce que pour eux, ça reste un peu de la fiction. Est-ce que Serge, c'est pas aussi... Pardon de poser cette question, mais voilà, je la pose. L'entrepreneur génial, c'est rarement celui qu'il faut pour développer la boîte à partir du moment où il atteint ce stade dans lequel vous êtes aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose dans votre réflexion? Naturellement, on peut se demander si on va réussir à accompagner la croissance de son stade de démarrage. Vous voyez le bon gros DG industriel qui débarquerait là après 20 ans chez, j'en sais rien, Péchinet. Pas tant l'image de la boîte que je m'en fais. Je trouve qu'on peut aujourd'hui croître à son rythme, travailler sur différents projets. Les fonds, on arrive aujourd'hui à l'élever à travers la dette. Le BPI est quand même un grand support. Je ne veux pas en faire l'apologie, mais... mais vous pouvez, on le fait à peu près tous les jours ici. Je crois que... mais voilà, eux, ils nous soutiennent et arrivent à faire en sorte que les banques nous soutiennent également. Donc, non, j'ai envie de dire, on arrive à faire notre petit bonhomme de chemin tout seul. Ça reste très familial, finalement. Ça reste très familial, mais les enjeux de... ce que vous tout est beau dans cette histoire. L'histoire que vous racontez, les enjeux, tant en termes de développement durable, qu'en termes de souveraineté, qu'en termes de sauvetage du climat, Non. Et donc très franchement, dans ma tête, je me dis, Serge, il est trop discret, ou alors il tient absolument, parce que il y a beaucoup de patrons qui sont comme ça et je le comprends, il tient absolument à garder le contrôle, comme vous dites, à avancer à son rythme. Et donc peut-être il est en train de passer à côté d'opportunités qui feraient que on serait sur une filière industrielle majeure. Voilà. Je peux pas vous répondre. Moi, j'aurais tendance à croire que sur ces process technologiques, il faut maîtriser l'upscale de ces types de process. C'est un gros travail technique. Aujourd'hui, la demande en ce métal, on arrive à la susciter. On n'a pas des problèmes de développement. C'est plus maintenant un travail d'accompagnement technique de process pour réussir à couvrir un challenge qui est majeur, comme vous le dites. Ah oui, un challenge qui est majeur. Merci Serge. Merci à vous. Serge Kimbell, donc, qui est venu nous voir, PDG de WeCycling. Allez voir ça, donc avec 3 E. Et non, ce n'est pas une compagnie qui répare les vélos, parce qu'à un moment aussi, je me dis, tiens, dans la vogue actuelle. Merci beaucoup Serge. Merci à vous. Les amis, Bismart continue.
On continue les innovations. Peut-être, quoi que si, j'en sais rien, j'allais dire. Parce qu'on parlait de traitement des métaux rares, de choses comme ça, et j'allais dire une phrase idiote, j'allais dire peut-être que l'enjeu est moins important. Mais non, pas du tout. On va parler souveraineté alimentaire, on va parler diversification, biodiversité. Enfin, c'est tous les combats sur lesquels vous êtes aujourd'hui. Jean-Christophe Bernard, fondateur de Maurice Dessert. Bonjour, merci pour l'invitation. Marseillais. Marseillais, tout à fait. Et vous vous dites à un moment, le riz de Camargue, je vais faire des yaourts avec. Bah c'est ça en fait, il y a beaucoup de soja, beaucoup de coco dans les végétaux, yaourts végétaux. Énormément de soja. Et il n'y a pas beaucoup de riz, alors qu'en fait le riz, c'est naturellement un épaississant en fait. Et du coup on s'est dit, tiens, ça pourrait peut-être marcher pour faire quelque chose autour du riz de Camargue. C'est à 100 km de chez nous, on va essayer de le faire. Ouais. Et donc, c'est quoi 2017 ? Voilà, en fait, on démarre en... Un atelier de 20... Je vais goûter en même temps quand même. Ouais. Hein. Donc là, ça, c'est du fromage blanc ? C'est un momage blanc, parce qu'on n'a pas le droit de l'appeler fromage blanc. Oui, sans déconner. Oui, parce qu'il n'y a pas de lait. Parce qu'il n'y a pas de lait, donc il y a certaines appellations qui sont protégées, en fait. Donc, comme yaourt, fromage blanc, etc. Et crème. Et donc, et là, donc c'est un fromage blanc végétal. C'est incroyable. Donc, alors, on va en parler. Il y a de la coco dedans. Je suis pas fan, donc voilà. Mais la texture, l'onctuosité, c'est incroyable. C'est assez dingue, ouais. En fait, du coup, on part du riz. En fait, c'est pareil. Nous, à la base, on fait une crème de riz. Donc, on broie du riz, on le transforme en lait de riz, ensuite on le fermente. Et ça, c'est ce fromage blanc, mais on rajoute un petit peu de lait de coco. Et c'est vrai que c'est assez magique parce que ça donne une texture plus onctueuse, mais tout en restant très peu gras parce qu'on en met un tout petit peu. Voilà, nous, il va falloir le remplacer. Hein. En fait, si, ils sont à Lyon, j'allais dire pas très très loin, tu parles le parisien. Le patron de la marque Bjorg, qu'on connaît tous, hein, qui est venu m'expliquer ça. Alors d'abord, effectivement, tu as raison, il faut absolument diversifier les sources de protéines végétales, hein, c'est ça le sujet. Ça. Et il me dit, attention, le lait de coco va être ce qu'a été l'huile de palme. C'est vrai que c'est le risque, parce que c'est les mêmes endroits hein, où c'est cultivé, et ça a les mêmes propriétés en fait, puisque l'huile de palme va épaissir le Nutella et épais grâce à l'huile de palme, qui reste une huile qui est à température ambiante et dure en fait. Ouais, voilà, c'est ça. L'huile de coco, c'est exactement la même chose. Si vous achetez de l'huile de coco en magasin, elle est dure, c'est comme du beurre. Après, vous le fondez à 37 degrés. Donc là, il va falloir faire attention. Il va pas falloir déforester. Il va falloir avoir des sources équitables. Donc nous, tout de suite, et tu peux faire le même fromage blanc, enfin le momage là, sans huile de coco, ou ça reste indispensable aujourd'hui dans la... Aujourd'hui, c'est indispensable si on veut pas mettre d'additifs. Voilà, c'est ça. Nous, on veut pas mettre d'additifs, donc on pourrait mettre des additifs et avoir quelque chose de texturé. Nous, on a décidé de partir 100% naturel, et donc c'est vrai que c'est la crème de coco, le lait de coco qui nous permet ça. Qu'est-ce qui alors je sais pas, j'en sais rien, tu avais des amis qui plantaient du riz en Camargue et qui n'arrivaient pas à écouler leur stock. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment on se dit il faut s'occuper du riz en Camargue ? Non, pas du tout, c'est juste que moi j'étais blasé du soja en fait. Il y avait beaucoup de soja depuis des 30 ans à peu près. Et moi j'ai 37 ans, donc c'est pas depuis 30 ans que j'en consomme, mais c'est vrai que c'était toujours la même chose. Nourri au lait de soja. Non, mais c'était toujours la même chose, un goût assez fort, et on se rendait compte qu'en fait ça devenait clivant en fait. Enfin, au bout d'un moment, je pense qu'il y a un plafond de verre. Et tu sentais cette lame de fond du végétal qui arrivait ? Moi j'ai travaillé chez Danone pendant 7 ans, donc à l'époque c'était pas du tout, ils n'avaient pas encore acheté une grosse entreprise sur le végétal, mais c'est vrai que je sentais que ça venait, et il fallait diversifier. Et si on voulait amener des nouveaux consommateurs, il fallait faire des choses plus gourmandes, quoi. Et on s'est dit, riz Camargue, c'est plutôt neutre en goût, puisqu'on a du riz au lait, c'est un dessert, donc c'est doux, c'est neutre. Donc ça va sûrement marcher en yaourt, quoi. C'est magnifique. Absolument magnifique. Donc, et maintenant, alors parce qu'au départ, donc 2017, atelier de 25 mètres carrés, et maintenant c'est 100 tonnes par an. Voilà, c'est ça. En fait, on a commencé tout petit, on savait pas, on a vraiment testé le marché, on a vraiment fait lean startup, quoi. Voir 100 tonnes, ouais, bon après c'est rien pour Danone. Comment ça, c'est rien, mais parce que la Camargue, c'est pas... Là, c'est pas le Vietnam non plus, c'est-à-dire que à un moment, le riz, il y a de quoi faire. Oui, largement. Il y a de quoi faire. Il n'y a pas de quoi faire 100 000 tonnes, mais il y a de quoi faire des milliers de tonnes, puisqu'il y a quand même 10 000 tonnes de riz bio en Camargue. Ouais. Et tu vas faire quoi ? Tu vas faire à un moment, je pensais, il va y avoir le momage, et tu vas avoir des riz particuliers, c'est-à-dire tu vas aller Nous, l'idée, c'est la vraiment, Camargue. tu vois, quand tu disais tout à l'heure notre impact environnemental, nous, l'idée, c'est de valoriser les ressources locales. Donc, on a commencé avec le riz.
donc Moraes, donc riz en anglais bien sûr, et du coup riz de Camargue, c'est à côté de chez nous. Prendre du riz italien ou riz chinois, ça nous coûterait beaucoup moins cher, mais ça n'a pas trop d'intérêt si on veut justement valoriser notre territoire, quoi. Donc si tu veux, après nous on fait aussi des crèmes dessert chocolat. T'es confiant que t'en auras toujours assez du riz de Camargue? Pour l'instant, on se pose pas la question. D'accord. Voilà, parce qu'on est. Je trouve ça incroyable. Mais c'est vrai que le jour où on se posera la question, on en termes de propriétés nutritives, tout ça, matières grasses, protéines, alors, ce qui est hyper intéressant dans le riz, donc c'est des glucides complexes. Donc toutes les valeurs nutritionnelles que tu as dans le riz, tu le retrouves dans nos yaourts. En plus, c'est lacto-fermenté. Donc dans la version yaourt classique, il n'y a pas de gras. Donc c'est hyper digeste. Donc c'est de la bonne énergie. Il n'y a pas de sucre ajouté non plus. Donc c'est assez bon. Ouais. C'est bon. Et alors, comment ça se passe? Parce que c'est ça le truc. Donc, 1000 magasins. Oui. Le circuit bio, etc. Ou la grande distribution classique qui commence à regarder très très près ce que vous faites? Ouais, alors nous on a commencé le circuit bio parce que effectivement petit volume et plus ouvert sur ce genre de produit. Hein. Le rayon végétal dans un produit bio, c'est dans un magasin bio, c'est la moitié du rayon. Enfin c'est énorme. Donc hyper ouvert aux innovations. Là GMS, on regarde. Grande et moyenne surface. Hein, GMS, grande et moyenne surface. On a créé des glaces et qu'on a appelé Petit Grain. Donc c'est à la marque Petit Grain qu'on vend chez Monoprix. Donc on est déjà en GMS, mais avec des glaces pour l'instant. Voilà. Ça, pour l'instant, ils n'achètent pas encore. Ça, ils n'achètent pas encore. Et nous, on n'a de toute façon pas les capacités pour aller chez un gros en GMS. On pourrait se faire très mal. Donc on y va tranquillement. On pourrait se faire très mal, ça veut dire quoi? En termes de capacité, en fait. Voilà, nous, on y va vraiment tranquillement, à tâtons. On ne veut pas faire x10 tous les ans. On veut consolider. On y va tranquillement. Ouais, mais moi, je respecte ça. Hein, mais ouais. Là, j'ai 2 entrepreneurs cet après-midi formidables qui, les mêmes, sont assis peut-être sur quelque chose de considérable. Et qui, les mêmes, ne veulent pas aller trop vite. Ouais, on apprend aussi, on veut pas se griller. En termes de prix, enfin, parce que, évidemment, la grande distribution, c'est-à-dire par rapport, tu connais, je sais pas si tu faisais le pricing chez Danone, mais par rapport au fromage blanc, on est Danone, sur un produit végétal, on n'est pas très cher, on est à un pot comme ça, c'est en dessous de 3 €. Donc pour une famille, c'est clairement. J'ai aucune idée de ce que coûte le fromage blanc. Un fromage blanc Danone, ça va être 30% plus cher, quoi. Ouais, un peu plus. Ouais. Un peu plus. Ouais, ça peut être 1,50 € les 400 grammes. D'accord. Donc, mais là, c'est vrai que c'est du végétal, c'est artisanal. Voilà, on est des milliers de fois plus petit que Danone, donc. Oui, mais enfin bon, Augustin Paluel-Marmont, que j'ai rencontré il y a 10 ans, disait la même chose. Et puis à un moment, Danone a fait le chèque, quoi. Voilà. Donc, d'ailleurs, c'est pas ce que je te souhaite, parce que l'histoire continue sans toi et c'est pas génial. Voilà, c'est ça. Mais on n'en est pas là. On n'en est pas là. C'est la lame de fond du végétal dont je voulais parler avec toi. C'est vraiment quelque chose qui va démarrer, protéiforme, la viande végétale, le fromage végétal. La viande végétale explose, hein, donc je vais rien t'apprendre. Les yaourts végétaux explosent puisque maintenant toutes les marques s'y mettent. Hein. Yoplait lance sa gamme panier de Yoplait végétal. Enfin, tout le monde lance sa petite gamme végétale pour. C'est un peu le bio d'il y a 5 ans en fait. On va lancer le côté végétal de notre marque Danette, etc. Donc oui, clairement, c'est parce que c'est en croissance et que les gens font de plus en plus attention. Il y a aussi des intolérances alimentaires. Hein. C'est pas que environnemental. Il y a des gens qui n'arrivent pas ou qui se rendent compte qu'ils digèrent de plus en plus mal le lait. Donc c'est aussi pour ça que les gens s'y mettent. Et parce qu'on veut diversifier notre alimentation et parce qu'on veut aussi se faire du bien à la planète. Donc oui, pour moi, c'est une... Non, et c'est là, Jean-Christophe, où tu as parfaitement raison. Il ne va pas falloir refaire les erreurs. Avec la massification, etc., refaire les erreurs qui ont été faites sur l'alimentation. Ouais, et nous, là, ce qui plaît dans notre marque, c'est le fait qu'on soit petit, qu'on ait des valeurs, et on veut garder ces valeurs-là. Et effectivement, au bout d'un moment, tu es obligé de faire des compromis sur certaines valeurs, et c'est pas ce qu'on veut faire, quoi. Voilà. Les amis, le fromage blanc au riz de Camargue, voilà, c'était sur Bismart. On continue. Tiens, alors, j'allais dire, on va changer d'ambiance. Peut-être pas tant que ça. Vous allez voir ça avec moi. Et donc on repart les amis, on repart et on termine avec une chronique que je fais régulièrement, c'est une de mes convictions fortes, voilà, autour du nucléaire et Valérie est déjà venue, Valérie Faudon, déléguée générale de la Société Française d'Énergie Nucléaire. Bonjour Valérie, bah oui là, vous êtes suffisamment sous le feu, sous les plateaux de télé, là vous pouvez arriver tranquillement, vous voyez, là c'est un peu le refuge.
C'est le refuge où on vous accueille, où on réfléchit et où on regarde votre travail parce que, alors c'est pour la fondation. La Fondapol, oui, la Fondation de son innovation politique. Fondation nationale d'innovation politique, voilà, que vous avez fait ce travail sur le nucléaire pour relocaliser. J'avais jamais pensé à ça. Oui, l'idée c'est de regarder en quoi le nucléaire, qui est à la fois une énergie décarbonée, mais aussi une filière industrielle, c'est la 3e filière industrielle française, peut être en gros un avantage compétitif. Voilà, c'est ça. Pour réindustrialiser, relocaliser, réindustrialiser. Voilà, c'est ça. Un outil de compétitivité. Vous commencez d'abord en disant, donc on va y aller, on va séquencer le truc parce que c'est intéressant. Vous commencez en disant, nous devons nous préparer à de futurs chocs énergétiques. Oui, absolument. Alors, c'est vrai qu'on a décarboné notre électricité. C'est étonnant. Il faut savoir que dans les années 70, quand le choc pétrolier est arrivé, 70% de notre électricité en France était produit avec du fuel, du gaz. Enfin, et c'est d'ailleurs ce pourquoi on investit massivement dans le nucléaire. Absolument. Et c'est intéressant parce que quand on regardait récemment sur l'INA, il repassait un discours de Pierre Messmer. Absolument. Et il disait que EDF était le premier consommateur de pétrole en France, qui nous paraît aujourd'hui absolument incroyable. Absolument. Voilà. Et il faut savoir aussi, quand on parle de choc, parce qu'on dit toujours les scénarios, qu'est-ce qui va se passer ? Les scénarios, c'est d'abord un travail d'humanité, parce que le premier choc pétrolier, on ne l'avait pas prévu. Et en l'espace de 6 mois, le prix du pétrole a été multiplié par 4. On a du mal à se représenter ça aujourd'hui. Parce qu'en effet, si on a décarboné notre électricité grâce en grande partie au nucléaire, on utilise toujours énormément de pétrole dans les transports. La mobilité, les voitures, les transports, c'est d'abord du pétrole. Et on utilise aussi énormément de fuel encore et de gaz dans le chauffage. Donc vous allez d'ailleurs, parce que j'aime les chiffres, mais là, je ne veux pas dire de bêtises. Donc c'est quoi ? C'est 75% de notre électricité aujourd'hui d'origine nucléaire ? 70% d'électricité d'origine nucléaire. Mais sur l'énergie, le mix énergétique total ? Absolument, c'est environ 70% de fossiles. Pour vous donner une idée, on importe plus de 40 milliards d'euros par an de pétrole et de gaz. Donc on est très dépendant. Vous voyez ce que ça pourrait représenter, des mouvements importants de prix sur le marché des matières premières. Or, l'industrie du pétrole aujourd'hui, elle a fait face à 2 crises récentes. La première au milieu des années 2010 avec l'arrivée du gaz de schiste aux États-Unis qui a surpris tout le monde, le fracking. Et puis là en ce moment, c'est-à-dire que les investissements en exploration sont très bas. Ouais. Donc on pourrait tout à fait imaginer de nouveau des chocs énergétiques. Récemment, on a entendu cette semaine au Parlement européen des discussions sur le fameux projet Nord Stream 2. Donc c'est un gros pipeline qui va doubler l'arrivée du gaz russe en Europe. Et on remettait en question encore ce projet en disant oui, avec ce qui se passe en Russie, politiquement... Valérie, il y a plus important que ça. C'est-à-dire, c'est l'administration américaine. Oui. L'administration Trump, globalement, ça reste pas encore aussi clair que ce qui s'est passé pour Huawei, mais globalement, les entreprises européennes qui collaborent à la construction de Nord Stream 2 et donc à l'exportation du gaz russe risquent des sanctions de la part des États-Unis. Il semble bien que Biden soit tout à fait prêt à poursuivre ces menaces qui sont encore pour l'instant des menaces voilées, mais on en reparlera d'ailleurs, parce que le sujet m'intéresse énormément. Donc ça veut dire que notre sujet de souveraineté, absolument, il est aujourd'hui encore plein et entier. Les choses ne sont absolument pas réglées là-dessus. Et les Allemands sont pieds et poings liés avec le gaz russe. Absolument. Ça, c'est clair. Parce que quand on dit qu'ils vont sortir du nucléaire pour passer au gaz, pour passer au renouvelable, non, ils vont construire des centrales à gaz. Ils vont devoir, parce qu'ils doivent avoir une partie de leur parc de production d'électricité qui est pilotable, c'est-à-dire qui produit à la demande. Tout à fait. Aujourd'hui, on voit la Belgique qui a décidé de sortir du nucléaire en 2025. C'est 50% de leur électricité. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente. Donc, ils ont un programme de construction de centrales à gaz. Et 70% du gaz européen est importé. Et vous avez la Norvège qui est encore là. Oui, donc là, ça va très bien. Mais c'est que 30%. Vous avez l'Algérie, vous pouvez vous dire aussi que vous êtes dans un environnement que vous devez soutenir. Et derrière, c'est la Russie. Voilà. Donc, on est fragile au niveau de la sécurité d'approvisionnement énergétique. Et je ne suis pas sûre qu'on ait vraiment une vision stratégique. En tout cas, le nucléaire est un outil de souveraineté. Voilà, alors, on dit souvent, oui, mais on importe l'uranium. Il faut voir que c'est 5%
du coût de production, l'uranium. Pour vous donner une idée, on disait 40 milliards d'euros d'importation de pétrole et de gaz. C'est entre 500 millions et 1 milliard d'euros d'importation d'uranium. C'est des contrats longs. Il y en a partout dans le monde. La première réserve mondiale, c'est l'Australie. Il y a le Canada. Il y a des pays qui sont OCDE. Parce que là aussi, Uramine, et on ne va pas parler de ça, hein, mais ça fausse complètement la perception que peuvent avoir les gens de ce qu'est l'approvisionnement en uranium. Absolument. Ce sont les deux régimes les plus démocratiques et les plus stables du monde, l'Australie et le Canada. Ils sont les premiers fournisseurs d'uranium. Oui, il y a Kazakhstan aussi. Moins démocratique et moins stable. Enfin, stable, malheureusement, si. Mais on importe aussi de l'uranium du Kazakhstan. Absolument, oui. Bon. Il y a des réserves. Il y a à peu près, Orano a un portefeuille de réserve de 30 ans. Donc, c'est pas mal. Mais choc énergétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pensez que la transition énergétique, elle risque quand même de secouer? Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est des trajectoires robustes. Voilà, on ne peut pas se dire, on va en reparler, on va prendre une trajectoire risquée, on va miser sur telle ou telle technologie qui n'existe pas en se disant peut-être qu'elle sera là dans 20 ans ou 30 ans, qu'elle sera à des prix acceptables et qu'elle sera acceptée par les gens qui l'adopteront et qu'en plus on saura la développer à l'échelle industrielle, parce qu'on est quand même un pays de 70 millions d'habitants. Hein. Et je pense qu'il faut penser à des trajectoires robustes, c'est-à-dire se dire, il faut que je sécurise mon approvisionnement, l'électricité. C'est tout, en fait. Hein. En ce moment, on travaille à la maison. Ah non, on a besoin d'électricité. C'est le cœur de l'activité économique. C'est les hôpitaux, c'est le cœur de l'activité. Et on ne peut pas se permettre. Il faut qu'on étudie des trajectoires robustes. Et dans ce cadre-là, l'électricité d'origine nucléaire a en plus un avantage pour le bilan carbone des industries, en fait, qui peuvent aujourd'hui en profiter. C'est le deuxième axe que vous mettez en avant. Absolument. Alors, c'est très important parce qu'il faut voir que, par exemple, vous savez qu'on produit encore de l'aluminium en France, Aluminium Dunkerque, qui est sur le site même de la centrale nucléaire de Gravelines. Donc, une tonne d'aluminium produite en France, c'est 2 tonnes de CO2. Quand elle est produite en Chine, c'est 15 tonnes de CO2. Donc, au moment où on commence à parler de taxes carbone aux frontières et on commence à regarder au niveau des rapports RSE des entreprises, responsabilité sociale d'entreprise, les émissions de CO2, on détient un atout considérable. Alors, non pas uniquement pour notre industrie, hein, donc il y a une étude qui vient d'être faite par Deloitte pour l'association des grands consommateurs d'électricité qui regarde si on regagnait des parts de marché dans un certain nombre d'industries, combien on baisserait nos émissions de CO2. Donc on peut voir qu'à la fois on peut réindustrialiser et limiter notre empreinte carbone. Alors, qu'est-ce que c'est l'empreinte carbone? C'est à la fois les émissions qu'on fait en France, mais c'est aussi les émissions qui correspondent à ce qu'on importe. Donc, quand on délocalise, comme nous, on a de l'électricité très décarbonée, quand on délocalise, non seulement on perd évidemment des emplois, de la structure industrielle, etc. Mais en plus, on augmente les émissions de ce qu'on consomme. Voilà. Tout à fait. Donc, ils ont regardé l'industrie chimique, ils ont regardé plein d'industries en disant et si on regagnait des parts de marché, à la fois on crée des emplois en France et on diminue notre empreinte carbone. Je pensais les grands industriels mondiaux qui vont aller chercher partout dans leur processus de production des manières d'optimiser, enfin de réduire leur empreinte carbone. Forcément, à un moment, ils vont se tourner aussi vers les atouts que peuvent apporter des pays qui Mais c'est déjà le cas, massivement de l'énergie vous avez nucléaire. le chinois Envision, qui est un gros fabricant de batteries, de voitures, qui a annoncé qu'il choisissait la France parce qu'on avait de l'électricité bas carbone. Donc ça commence à se faire. Il faut voir que, par exemple, je parlais avec un opérateur de data center l'autre jour, ses clients, ils lui demandent c'est quoi le bilan carbone, votre bilan carbone de votre data center. Alors aujourd'hui, ils commencent à regarder, ils disent oui, je vais acheter des certificats renouvelables pour faire 100% renouvelable. Mais vous avez Google, qui est quand même un poids lourd mondial, qui a dit non, maintenant je veux décarboner 24 heures sur 24. Ça veut dire que j'ai besoin d'une alimentation électrique 24 heures sur 24 décarbonée. Et ça, il y a très peu de sources d'électricité qui peuvent le faire. Il y a l'hydro et il y a le nucléaire. Sans compenser, vous dire Google dit ça, c'est-à-dire sans compensation? Absolument. C'est-à-dire qu'ils veulent plus se reposer. Ils ont fixé un objectif 2030, c'est-à-dire qu'ils veulent plus juste acheter des certificats renouvelables. Ils veulent que toutes leurs opérations soient décarbonées 24 heures sur 24. Voilà. Donc si ce n'est pas un pays nucléaire ou un gros pays hydro, ça veut dire qu'il faut des moyens de stockage ou des moyens de gestion de la demande locaux. Donc ça accroît le coût. Et ça aussi, Valérie, j'ai l'impression, parce que beaucoup de
J'ai l'impression que ça va être une lame de fond, c'est-à-dire donc la compensation, vous savez tout ce que c'est, c'est-à-dire ok, je pollue, je vais aller faire pousser de la forêt sous les tropiques pour compenser justement ma pollution, mais visiblement en fait de plus en plus d'entreprises se rendent compte que ça pose un problème et donc veulent effectivement une sorte de pureté, on va dire comme ça, dans la gestion de leur bilan carbone. Ouais. Alors, cette question des hébergements, il faut voir que c'est un marché à 26% de Oui, mais pas seulement les hébergements, je pense que il y a énormément de... hébergements de données. La première qui m'en a parlé, c'est Isabelle Kocher, à l'époque où elle était présidente d'Engie. Elle disait la compensation à un moment va poser un problème. Donc là, on a des industries, on disait, bon, il y a un débat sur l'histoire de la relocalisation et réindustrialisation qui est qu'on rapatrie des anciennes industries qui sont parties ou est-ce qu'on essaye d'identifier les industries de demain et on investit sur ces industries de demain. Donc ce sujet des data centers et de l'hébergement, c'est un marché qui a 26% de croissance par an. On a des grands acteurs français, donc il y a vraiment une opportunité pour nous de développer ce business-là. On sait que la consommation va augmenter parce qu'il y a l'intelligence artificielle qui arrive, il y a tout un tas de technologies qui vont faire qu'il va y avoir des consommations d'électricité, même si on sera plus efficace. Donc ce sont des marchés sur lesquels on peut avoir un vrai atout. L'hydrogène. Attendez, parce que je veux insister sur ce point, vous le décrivez très très bien, c'est-à-dire l'industrie 4.0, c'est une industrie électrique. Absolument. L'industrie robotisée, c'est une industrie électrique. Absolument. L'ensemble des mécaniques, blockchain, etc., c'est... L'Internet des objets. Voilà, tout ça, c'est de l'électricité. Absolument. Et la nécessité d'une électricité très stable. Absolument. Ça, avec aussi... Aujourd'hui, on a 500 sites industriels qui sont reliés en France directement sur le réseau à haute tension. Et ces sites, ils ont besoin d'une alimentation continue. Quand je dis qu'une alimentation continue, ça nous paraît évident, mais cet été en Californie, il y a eu des blackouts. Et donc maintenant, vous avez des sociétés en Californie, là, ils viennent d'annoncer qu'ils vont équiper certains sites de moteurs diesel, donc ça c'est quand même une sacrée régression. Donc il y a ça, et puis aussi il y a une question de qualité de fréquence. Vous avez des machines qui ont besoin d'une très grande qualité de fréquence et donc on doit assurer la stabilité des 50 Hz avec des critères de qualité extrêmement importants pour ces processus industriels-là. Et ça, l'énergie nucléaire le fait ? Absolument, oui, parce qu'on a des machines tournantes, donc on a un système, on donne un service automatique au réseau électrique de stabilité de la fréquence, oui, absolument. C'est les fameuses, on appelle ça les machines tournantes. Voilà. Fameuse. C'est les turbines. Voilà, exactement. Voilà. Donc il y a ce marché-là. Un autre marché que je trouve vraiment très intéressant, parce qu'on n'arrête pas d'en parler en ce moment, c'est le marché de l'hydrogène. C'est que l'hydrogène propre, vous savez qu'aujourd'hui... L'hydrogène vert. L'hydrogène, c'est produit après avec de l'énergie fossile. Donc évidemment, pour produire de l'hydrogène par hydrolyse, il faut énormément d'électricité. Et là encore, 24 heures sur 24, parce qu'il faut faire tourner les électrolyseurs 24 heures sur 24. L'ensemble de ceux qui aujourd'hui investissent... Alors il se trouve qu'on a fait une émission formidable, allez la voir d'ailleurs, avec la directrice de la stratégie d'Engie. Pour elle, l'électrolyse faite par le nucléaire, c'est pas de l'hydrogène vert. C'est-à-dire qu'elles vont laisser de côté. Non mais ça c'est pour elle. Mais en fait, la vraie question. Pour elle, mais j'ai l'impression pour beaucoup de monde. La vraie question de l'hydrogène, c'est qu'il soit bas carbone. Si on veut que ça soit un vecteur de décarbonation, et ça c'est quand même l'objectif numéro 1, c'est la neutralité carbone 2050. Donc le vrai critère, c'est l'émission de CO2 liée à la production de cet hydrogène. C'est ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie. Et le nucléaire émet peu de CO2. L'hydrolyse avec de l'électricité bas carbone, nucléaire, renouvelable, ça émet peu de CO2. Donc, mais eux, ils sont dans l'idée forêt d'éoliennes qui électrolyse massivement quand il y a beaucoup de vent. Et on le sait, c'est un des sujets, des énergies renouvelables. Non, parfois, elles peuvent saturer le réseau. Donc justement, quand elles saturent le réseau, à ce moment-là, elles font de l'électrolyse, elles font de l'hydrogène, qu'on peut à ce moment-là stocker. En tout cas, c'est ça le schéma. Oui, mais ça ne peut pas fonctionner. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, quand vous achetez un des gros enjeux, c'est que l'hydrogène vert, aujourd'hui, il est plus cher que l'hydrogène produit par vapeur et formage. Tout à fait. Donc, pour que ça soit moins cher, il faut faire fonctionner les électrolyseurs sur un maximum d'heures. Donc, il faut bien de l'électricité 24 heures sur 24. Vous prêchez un convaincu. Voilà. Et alors, le point qui est vraiment important, c'est que c'est surtout un atout français. Puisqu'on est les seuls en Europe, avec les Suisses, les Suédois et les Norvégiens, à avoir une grille
qui alimente 24 heures sur 24 en décarboné. On est à moins de 50 grammes maintenant de CO2 par kilowattheure, alors que les Allemands sont à 350-400 grammes. Donc c'est un avantage compétitif de la France. Et quand vous regardez les fameux plans 2050 des Allemands, ils importent de l'hydrogène d'hors d'Europe, fabriqué avec du solaire. C'est déjà prévu dans leur schéma. Voilà, donc c'est une perte de souveraineté, plus c'est transporté comment ? Voilà, par les gazoducs les-mêmes. C'est transporté comment ? C'est assez simple. Non, c'est pas les mêmes gazoducs qui transforment du CH4 et transforment de l'hydrogène. C'est une perte de valeur quand même de mélanger du CH4 avec de l'hydrogène. D'accord. Enfin, je sais pas. Engie, ils avaient l'air de me dire que ça leur posait pas trop de problème. Tout un travail pour extraire de l'hydrogène de la molécule de CH4 par vaporéformage. C'est pas pour les remélanger après. Donc aujourd'hui, tout le plan allemand, enfin une grande partie du plan allemand, c'est des imports. Donc, plutôt que d'importer de l'autre bout du monde, on peut tout à fait produire de l'hydrogène en Europe avec des grilles décarbonées comme la grille française. Bon, écoutez, il y a beaucoup de bons arguments là-dessus pour toujours le même enjeu, c'est-à-dire convaincre la puissance publique de lancer le renouvellement du parc nucléaire. Ces fameux, c'est quoi? Ces trois paires de paires. Absolument. Il faut absolument, puisque nos centrales atteindront les 60 ans à la fin des années 30. Les années 30, c'est demain. En termes d'infrastructure énergétique, il faut absolument commencer à renouveler le parc nucléaire. Il faut un programme industriel, parce qu'on sait que si on ne construit pas de manière continue, eh bien, on perd le savoir-faire. On perd le savoir-faire. Donc, il faut un véritable programme industriel cadencé, donc de 3 paires, pour amorcer le renouvellement du parc nucléaire. Absolument. J'ai vu qu'ils étaient en Pologne, là. Oui, absolument. Avec Jean-Bernard Lévy, Franck Riester, le gouvernement qui ferme Fessenheim, mais il va quand même en Pologne pour essayer de dire que c'est absolument génial. Non, ça m'a fait sourire parce que c'est le paradoxe ultime de cette histoire. On vous l'a raconté. Enfin, Valérie, je parle sous votre contrôle. Fessenheim, au bord du Rhin, à partir du moment où elle est fermée, la compensation, elle se fait forcément avec de l'énergie allemande. Énergie allemande qui tourne en partie avec du charbon polonais. Donc voilà, la boucle est bouclée quand même. Je trouvais dans ce voyage en Pologne de nos autorités politiques. Un mot sur le rapport AIE-RTE, il nous reste à peine 2 minutes. Oui, donc c'est un rapport qui étudie si c'est techniquement possible de faire du 100% renouvelable. Faisabilité du 100% renouvelable en France. Je résume un peu le mot du chef économiste de l'AIE. Il dit c'est possible physiquement, mais ça crée des vrais problèmes de sécurité d'approvisionnement électrique. Ouais, voilà, et en effet, il y a 4 conditions qui sont 4 conditions difficiles. Alors, elles sont difficiles parce qu'il faut des investissements en R&D. Il y a des technologies qui n'existent pas. Vous savez que l'AIE dit que pour atteindre la neutralité carbone, il y a 80% des technologies qui n'existent pas. Donc, gros risque. Aujourd'hui, là. Gros risque. Et puis, ça peut être des technologies de laboratoire, mais qui n'ont jamais été déployées à grande échelle. C'est un peu comme si vous aviez un nouveau vaccin qui est développé en laboratoire, mais il n'a pas encore fait les tests, mais que vous arrêtez de vacciner avec le vaccin qui marche et que vous avez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. Oh, vous avez trouvé l'image, là. Hein, l'image qui colle bien. Voilà. Et il faut qu'en plus, les 4 soient réunis simultanément. C'est que technique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun aspect économique qui n'a encore été étudié. Hein, ça sera le cas pour cet été. Il n'y a pas du tout non plus de question du comportement des Français. C'est quand même un point relativement important. Qu'est-ce qu'ils sont prêts à accepter au niveau de l'évolution de leur mode de vie? Aujourd'hui, quand on leur pose la question dans les études d'opinion, comment vous voyez l'électricité, ils tablent sur une augmentation de la consommation d'électricité parce qu'ils savent que les nouvelles technologies se développent. Ce qui n'est pas sûr, ça, parce que l'efficacité énergétique se développe aussi. Absolument. Le scénario d'RTE, c'est une toute petite progression, en fait, d'électricité. Non, le scénario gouvernemental, qui est la fameuse stratégie nationale bas carbone, c'est une augmentation de 30% à 2050. Justement. Oui, mais ça veut dire 1% par an, quoi. C'est ça à peu près. Oui, c'est électrification des usages, production d'hydrogène avec de l'électricité. Bon, oui, mais vous avez raison, c'est vrai, 1% par an, au bout de 30 ans, ça fait 30%. oui. Merci Valérie. Merci à vous. Valérie Faudon, donc avec nous, déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire. Les amis, on se retrouve demain sur Bismarck.